Nous avons en ligne Monsieur Arnold Adjovi. Il est Machine Learning Engineer chez IBM et il est également membre de l'association Ishiro. Également en ligne, nous avons Monsieur Nathanaël Kopia. Il est entrepreneur digital et spécialiste en intelligence artificielle. Il est en ligne, comme je le dis. Ici, dans cette salle bleue du Palais des Congrès, nous avons le troisième panéliste, M. Mohamed Sabri, expert en IA et PDG de Rocket, que je vous prie d'accueillir sous des ovations. M. Mohamed Sabri. Ce n'est pas assez nourri, hein, les ovations. Merci. Également dans la salle, nous avons Madame Katia Boutou. Elle est spécialiste de l'Internet des objets. Madame Katia Boutou, qu'on accueille également avec des ovations. Bien nourrie. Également dans cette salle, nous fait l'honneur d'être là, Dr Eric Adja. Il est président de l'AFRIA. Je vous prie également de le recevoir avec des ovations. Dr Eric Adja. Ils auront tous l'occasion de se présenter tout à l'heure pour que vous puissiez mieux les connaître. Dr Eric Adja, qu'on continue d'ovationner pour qu'il vienne s'installer. Il est là. Et pour conduire ce panel à la modération, nous avons M. Mélène Oluma Akerebourou. Il est le directeur du bureau des projets à la CIN, Agence des systèmes d'information et du numérique. M. Mélène Oluma Akerebourou, qu'on accueille également avec des ovations. Alors, on va laisser donc la parole à M. Mélène, qui a la police des débats pour conduire ce panel. Merci. Ovationnez aussi pour moi. Merci beaucoup, Fadil. Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous. Merci pour votre patience et surtout d'être resté jusqu'à 7 heures. J'espère que le déjeuner vous a permis de rafraîchir non seulement l'estomac, mais également les esprits, car nous avons un panel vraiment de choix. Il y a un petit changement par rapport à ce qui était annoncé sur le site, mais comme un des panélistes l'a dit, l'occasion fait le larron. Donc, veuillez accueillir ici, faire qu'une fois de nouvelles ovations. Déjà, le docteur Eric Adja, qui est le président de l'AFRIA. Bonjour, bonjour. Nous avons Madame Katia Boutou de Rocket Science et Monsieur Mohamed Sabri de Rocket Science également. Donc, je salue également les différents panélistes, hein, Monsieur Kopia qui est en ligne. J'espère que vous nous entendez. Est-ce que vous pouvez nous reconfirmer que vous nous entendez bien? Je vous reçois 5 sur 5. Je vous reçois 5 sur 5. Bonjour. Et Monsieur Adjovi Arnaud également. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous recevez? Je vous reçois très bien, Monsieur Akerebourou. D'accord. Donc, nous allons essayer dans l'heure qui suit de répondre à la question, les chatbots seront-ils la porte d'entrée de l'Afrique vers l'IA? Donc, la thématique que nous avions retenue, c'était, se résume à peu près à ceci. Pour beaucoup, les applications liées à l'intelligence artificielle concernent principalement les grandes entreprises et elles contribuent à accélérer leur développement. Pourtant, l'IA s'avère aussi utile pour les TPE, les PME et est aujourd'hui à leur portée. Donc, il semble que cela soit indiscutable aujourd'hui. On a pu voir la démonstration en cours depuis le début du CENIA. Et une des applications, c'est notamment les chatbots, qui va faciliter, entre autres, la gestion de la relation client. Donc, aujourd'hui, nous essayons, grâce à ce panel, de découvrir globalement qu'est-ce que c'est les chatbots. On en parle beaucoup. On a pu jouer avec ChatGPT. Quelles sont leurs utilités, leurs impacts, leurs inconvénients, comment est-ce qu'on peut les mettre en place et les exploiter. Mais avant ça, je voudrais passer la parole d'abord à M. Kopia pour 1 minute pour se présenter. Qu'est-ce qu'il fait et quelle est sa réflexion justement sur comment est-ce qu'une entreprise peut utiliser les chatbots.
Monsieur Kopia, vous avez 1 minute. Merci. Merci pour la parole, Mélène. Moi, c'est Nathanaël Thierry Kopia. Je suis entrepreneur digital. C'est-à-dire, j'ai une boîte qui fait dans l'intégration digitale. Je suis spécialiste aussi dans tout ce qui est e-commerce. Là, je suis représentant de l'association des acteurs du e-commerce du Burkina Faso. Je suis aussi inventeur du S-Mask, qui est un masque intelligent, qui est un masque comme un cache-nez. Quand vous le mettez, c'est connecté à une application mobile qui transmet les informations sanitaires, les constantes sanitaires sur une application. Alors, en ce qui concerne les chatbots, je suis un peu familier, je suis même beaucoup familier parce que je m'intéresse à l'IA depuis un moment. En tant que président de l'association des acteurs du e-commerce, je suis e-commerçant. Donc, c'est une technologie que nous avons utilisée depuis longtemps avant que l'IA ne soit vraiment agrafée là-dessus. Donc, en termes de chatbots, je peux dire que c'est un domaine où je suis carrément familier. Nous l'avons exploité en fond et en comble parce que quand on parle de e-commerce, c'est des milliers de connectés. Donc, répondre à des milliers de messages instantanément 24 heures sur 24, c'est chose impossible pour un e-commerçant. Donc, il fallait trouver des stratégies pour pouvoir garder la veille. Et c'est en ce moment que les chatbots ont été vraiment utiles pour nous dans notre action de fidélisation de nos clients. Alors, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Voilà un peu ce que je fais et voici aussi un peu l'introduction concernant mon appréhension de chatbots. Après, maintenant, peut-être dans les questions, on va faire la liaison entre les chatbots et l'intelligence artificielle. Merci. Tout à fait. Merci. Monsieur Adjovi, je pense que le public ici a pu avoir un peu être en contact avec vous hier grâce à la démonstration avec toute l'équipe Ichiro. Qui êtes-vous? Merci pour ta question, Mélène. Alors, je suis qui? Je suis Arnaud Adjovi. Je suis senior data scientist chez IBM, où je travaille dans ce qu'on va appeler la session Client Engineering, qui a pour objectif de travailler avec les clients d'IBM pour pouvoir comprendre leurs besoins et adresser ces besoins-là à travers la mise en place de cas d'usage et la mise en place de MVP pour démontrer de la valeur autour de leurs problèmes. Et j'ai une grosse expérience dans tout ce qui va être traitement de langage, donc NLP, et aussi construction de systèmes de données et de systèmes d'intelligence artificielle. Donc voilà un peu globalement qui je suis. D'accord, merci. On va revenir dans la salle ici. On va commencer par mon extrême gauche. Monsieur Sabri, est-ce que vous pouvez vous présenter en 1 minute, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, mon nom, c'est Mohamed Sabri. Je viens du Canada, de Montréal, Québec, plus précisément. Je suis un entrepreneur en IA et technologie, mais j'ai aussi une spécialité dans le monde de l'intelligence artificielle. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis dans le domaine. Écoutez, quand j'ai commencé, on appelait ça data mining. Aujourd'hui, on voit l'évolution du domaine, puis à quel point c'est rendu hype et que les gens veulent en savoir plus. Moi, l'expertise que j'apporte aujourd'hui en tant que spécialiste en IA, c'est tout simplement les use cases dans lesquels on a implémenté les chatbots avec le temps, mais également comment cette technologie de chatbot a pu évoluer pour permettre aujourd'hui des choses qu'on ne pensait pas faisables il y a quelque temps. Également, en plus de mon entreprise en IA, j'enseigne à l'université du MIT à Boston en remote. J'enseigne le machine learning et l'intelligence artificielle. Donc tout l'aspect formation, pédagogie relié à la data et l'IA est quelque chose auquel je suis très sensible. Merci. Merci. Le panel mentionne principalement les chatbots, mais la question c'est est-ce que c'est la meilleure porte d'entrée pour les entreprises vers l'intelligence artificielle? Sauf qu'il n'y a pas que les chatbots. C'est pour ça que nous proposons de diversifier l'offre de solutions IA et c'est pour ça que nous avons l'honneur d'avoir Madame Boutsou avec nous. Pouvez-vous vous présenter pendant 1 minute, s'il vous plaît, Madame? Merci. Okay, I will be speaking in English. I'm also from Canada, but I prefer in technology to speak in English, and I'm sure that you all got used to it this morning because I heard there was already a presenter speaking it. And it's good practice. So my name is Katia Boutou. I work with Monsieur Mohamed Sabri,
And my specialty is in Internet of Things, which I believe is very closely related to artificial intelligence that I can go a little bit further on. Worked in 17 years in Middle East, deploying different types of projects in security, healthcare, and agriculture. So this will be my topic for today. Thank you. Thanks. Tout le monde est à l'aise avec l'anglais? Au pire, je peux faire la traduction. Hein. Je peux faire la traduction, ça ne me dérange pas. Okay. Fait que, en fait, Katia, et je vais même rajouter des points parce que je connais très bien Katia, elle travaille avec moi. Donc, Katia est d'origine finlandaise. Elle a travaillé pendant plus de 17 ans au Moyen-Orient. Implémenté pas mal de projets dans le monde du Smart City, IoT, dans le cadre des secteurs comme de la santé, secteur public. Puis, en fait, aujourd'hui, elle va apporter un point de vue, disons, plus varié sur certaines autres applications qu'on peut voir dans le monde de l'Internet des objets. Puis peut-être on pourra faire aussi un pont entre l'Internet des objets et tout ce qui est agent conversationnel de façon générale, ce qui est envisageable dans certains use cases. Parfait. Merci. Jusqu'à maintenant, surtout ceux qui travaillent ardemment sur l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de données. On parle beaucoup de données issues du monde anglophone. Or, aujourd'hui, sur notre panel, nous avons des personnes une personne qui est en France, une autre personne qui est au Burkina, et nous avons des personnes qui viennent du Canada. Dans tout ça, il y a quand même une thématique francophone, si vous me permettez. Et c'est pour ça que je me permets de réitérer l'honneur que nous avons de recevoir le docteur Eric Adja, qui préside l'AFRIA. Docteur Adja, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que c'est l'AFRIA? Merci. Bonjour à tous les participants et à mes co-panélistes. L'AFRIA, comme vous l'avez défini tout à l'heure, Agence francophone de l'intelligence artificielle, est une fondation de droit suisse basée à Genève et avec des bureaux, notamment en France, en Côte d'Ivoire et maintenant progressivement au Bénin. Après avoir été directeur du numérique au niveau de l'Organisation internationale de la francophonie, au siège, avec quelques collègues, nous avons cofondé l'AFRIA parce qu'il y avait un besoin de faire de l'intelligence artificielle en français, au moins d'en parler pour la vulgarisation, afin d'éviter que l'IA ne reste que dans les perspectives anglophones, anglo-saxonnes, même si c'est la langue majoritaire au niveau international. Il est important que les langues autres que l'anglais, notamment le français, et même les langues africaines, j'en parlerai tout à l'heure, quand il s'agira des chatbots, ou plutôt des agents conversationnels, comme on dit en français. Pour nous, il y a un enjeu de diversité linguistique, culturelle, dans l'intelligence artificielle. C'est cette remarque qui nous a amené à créer, à fonder l'AFRIA, pour sensibiliser, pour surtout faire de la formation et surtout appuyer la création de données, de contenus locaux pour les écoles, les établissements, les entreprises, afin que l'IA ne soit pas un désert culturel et linguistique, mais que l'IA reflète toutes nos valeurs, toutes nos visions du monde. Voilà un peu ce que je pourrais dire en attendant de revenir sur les détails. Merci. Très bien, merci. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de données. Hier, on a parlé de contenu local. Mais on va faire un petit sondage. Qui dans cette salle est capable de définir ce que c'est un agent conversationnel, un chatbot? Qui se porte volontaire? Ok, on dirait que c'est assez édifiant. Ah, il y a une personne qui se lance ici. Je ne sais pas si on peut passer le micro. J'en profite pour remercier les hôtesses que je crois que je n'ai pas vues assises une seule fois et qui font des allers-retours nombreux dans la salle, justement pour nous aider, pour non seulement nous asseoir et également trouver pour passer le micro. C'est juste devant ici, s'il vous plaît. Le monsieur avec la chemise blanche au troisième rang. Ok, bonjour.
Ici, c'est Epiphane Semassa. Je suis développeur back-end. Un agent conversationnel, je dirais que c'est un outil mis en place pour répondre à des questions spécifiques aux utilisateurs en l'absence du propriétaire. Merci. Arnaud Adjovi, est-ce que tu es d'accord avec cette définition? Et j'en profite pour te poser directement la question. Est-ce que tu penses que le chatbot reste la meilleure porte d'entrée pour les PME dans le monde de l'intelligence artificielle? Merci, monsieur. Merci, Mélène, pour ta question. Je pense que la réponse de notre ami contient une part de vérité, on va dire. Il a exposé un des avantages des chatbots, mais on va dire que les chatbots, globalement, sont plus larges et font recours à plus de choses que juste répondre quand les utilisateurs ne sont pas là. Donc, je vais répondre à deux questions. Donc, c'est quoi les chatbots? En fait, un chatbot, c'est ce qu'on va appeler un agent qui est basé sur ce qu'on appelle les modèles de langage. Et c'est quoi un modèle de langage? C'est simplement un algorithme qui est développé pour comprendre et générer du langage. Je pense que généralement, vous interagissez avec les modèles de langage. Je pense que tout le monde ici utilise Google Traduction pour faire de la traduction, ou tout le monde demande souvent à Siri ou à son assistant Google assistant de lui mettre une alarme, le réveil, et Siri comprend cette requête-là, Siri analyse cette requête-là pour pouvoir répondre à la question de l'utilisateur. Donc, globalement, le chatbot, c'est quoi alors? Le chatbot, c'est un modèle de langage qui a été entraîné sur des milliers de données textuelles, comme les articles de journaux, Wikipédia, également sur des conversations d'humains. Donc, vos conversations que vous avez sur Facebook, sur les réseaux. Et donc, qui va se servir donc, de toute cette connaissance-là pour pouvoir apprendre les relations entre les mots et les phrases et pouvoir maintenant répondre à vos questions quand vous lui posez des questions similaires à ce qu'il a déjà vu lors de son entraînement. Ensuite, la deuxième question était basée sur pourquoi est-ce que le chatbot reste donc la meilleure porte d'entrée de l'Afrique vers l'IA. Alors, chez IBM, nous développons une solution. Nous avons plusieurs solutions de chatbot. D'ailleurs, IBM est l'un des leaders en termes de chatbot aujourd'hui avec ses solutions Watson Assistant. Et nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est que les entreprises et les organisations sont confrontées à plusieurs problèmes. On va avoir principalement deux types de problèmes. On va avoir les problèmes d'ordre procédural, donc qui sont liés au processus interne de l'entreprise, où l'entreprise a besoin de gérer la charge de ses collaborateurs. L'entreprise a besoin d'automatiser des process. Je vous donne un exemple simple. Un de nos clients, le Crédit Mutuel, est souvent confronté à des pertes énormes de temps parce que les conseillers bancaires ont tendance à préparer leurs entretiens clients pendant les entretiens avec d'autres clients. Donc, il y a plusieurs process qui sont internes à l'entreprise qui ont besoin d'être automatisés. Et c'est l'un des principaux challenges auxquels les entreprises sont confrontées. Le deuxième challenge auquel les entreprises sont confrontées, c'est les attentes des usagers de ces entreprises-là qui ont évolué. Ces attentes, c'est quoi? Globalement, les entreprises sont submergées aujourd'hui de requêtes d'utilisateurs et ils ont ce besoin-là de répondre rapidement et ils n'ont pas toujours les effectifs pour répondre. L'autre chose, c'est que les attentes des usagers aujourd'hui, que ce soit les usagers du service public ou que ce soit les clients d'entreprise, les attentes là ont évolué. Un exemple simple, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, le gouvernement du Bénin a mis en place une plateforme de service public qui permet de délivrer aux usagers plusieurs usages comme le casier judiciaire. Sauf que les besoins de ces usagers-là ne s'attardent plus uniquement sur le casier judiciaire parce que moi, en tant qu'individu à l'endroit de vie, j'ai besoin de casier judiciaire, mais j'ai besoin aussi de plein d'informations peut-être pour créer une entreprise.
Donc, on va avoir, j'ai besoin de créer, de comprendre c'est quoi le coût de création d'une entreprise. J'ai besoin d'obtenir rapidement plusieurs informations. Et donc, en dehors de ces deux challenges-là, qui sont les processus internes de l'entreprise qui ont besoin de faire évoluer et les besoins des clients qui évoluent rapidement, on s'est rendu compte que même parfois, quand les entreprises sont prêtes à pouvoir, à prendre en main l'IA, en fait, ils sont confrontés à un problème de coûts qui sont liés à tout l'environnement, toute l'infrastructure qui est nécessaire pour mettre en place des solutions d'IA. Et donc, pourquoi les chatbots et pas d'autres solutions? Je vais répondre rapidement en 3 points principaux. Le premier point, c'est le coût et l'accessibilité des chatbots. Aujourd'hui, quand je prends GPT-BJ que nous avons développé avec la CIN, on a réussi à les développer en 4 semaines, contrairement à d'autres solutions d'IA, par exemple une solution de Churn, qui aurait pris beaucoup de temps à être développée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins de besoins égale moins de dépenses pour des organisations, donc des entreprises à taille limitée et à ressources limitées, ce qui est le cas de nos entreprises africaines aujourd'hui. Le deuxième facteur de pourquoi les chatbots et pas d'autres solutions d'IA, c'est que les chatbots sont faciles à comprendre. On sait que le langage, c'est l'un des moyens d'interaction les plus rapides et les plus faciles d'interaction avec les humains. Donc, quand on prend nos populations aujourd'hui qui sont majoritairement, beaucoup d'entre elles analphabètes, le dialogue reste quand même l'un des moyens privilégiés pour eux pour interagir avec des outils, notamment des outils d'IA. Et la dernière chose, c'est l'évolution rapide pour les entreprises. On s'est rendu compte chez IBM que, en fait, les entreprises qui mettent en place des solutions liées au chatbot, déjà, ils les mettent en place rapidement. Et ces chatbots-là, ces outils-là sont capables de s'adapter, d'évoluer très vite. Et donc, pour conclure là, je dirais que, monsieur Akirebourou, que pourquoi les chatbots et pas d'autres solutions? Juste parce que les chatbots offrent des solutions pratiques, abordables pour exploiter les avantages de l'IA, même dans des contextes où nos entreprises africaines, nos organisations africaines ont des ressources limitées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Arnaud. Monsieur Kopa, que pensez-vous de cette intervention? Est-ce que vous rencontrez, vous partagez cet avis par rapport aux entreprises que vous accompagnez, par rapport à vos clients? Merci pour la parole. Avant de commencer, j'aimerais revenir un peu sur l'historique du chatbot. La première fois que le chatbot a été révélé, le tout premier chatbot, c'était en 1966. Le nom de ce chatbot-là, c'était Elisa. À la base, le chatbot, c'était quoi? C'était un instrument créé pour faciliter l'homme ou ça les entreprises dans leur entretien de relations avec leurs clients. Parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui sont amenées à répondre à d'innombrables questions, à répondre à d'innombrables requêtes. Alors, ce qui est impossible pour un homme d'être là 24 heures sur 24 à donner des réponses, ou bien même répondre à des milliers de personnes en même temps. Donc, c'est dans ce sens-là que le chatbot était une nécessité de faciliter cet entretien relationnel entre les entreprises et leurs clients. Ça, c'est déjà de 1. Et depuis 1966, il y a eu une évolution. Les premiers chatbots, c'était d'abord c'était pas des robots entraînés, c'était pas des agents conversationnels entraînés, mais c'était des agents conversationnels qui réagissaient sous forme de mots-clés. Il suffit qu'on déclenche un mot-clé et ces agents avaient des réponses adaptées pour répondre directement. Je peux dire qu'il y a 2 ans de cela, il y a 1 an de cela, quand nous, dans le domaine du e-commerce, on a commencé à utiliser des chatbots, c'est toujours ce système de chatbot-là qui existait. On a développé des chatbots qui déclenchaient une réponse automatique en fonction d'un mot-clé entré par un client. Un client qui vient dire, OK, bonjour, est-ce que je peux avoir la position de votre boutique? Et le mot position déclenche une réponse automatique au chatbot qui dit, OK, c'est de la position qu'on parle, et automatiquement une réponse déjà préfabriquée à l'intérieur de ce chatbot-là sort automatiquement pour donner une réponse au client ou à la personne qui a posé la question. Voilà un peu comment c'était. Mais avec l'avènement du machine learning et du deep learning, d'abord le deep learning, ensuite du machine learning, il y a eu cette évolution-là qui a été greffée grâce au chatbot. Parce que
c'est cette interface-là qui pouvait quand même aussi aider l'IA à être disponible à une personne lambda. Parce que la base de l'IA, on sait que c'est les données, c'est la science des données. Ensuite, comment disponibiliser cette science des données-là à une personne lambda qui n'est pas forcément informaticien? Et c'est en ce moment qu'on a vu, en cette opportunité, que le chatbot était le moyen le plus efficace pour pouvoir mettre à disposition de cette grande population qui est analphabète de façon numérique et digitale, ou ça même informatique, de pouvoir interroger la base de données qui va analyser, pas interroger l'IA en quelque sorte. Donc, c'était un problème complexe qui pouvait être simplifié par l'intervention des chatbots. Donc, le chatbot, l'agent conversationnel chatbot, c'est l'interface pour faciliter l'utilisation de l'intelligence artificielle par une personne lambda. Voilà comment nous avons exploité le chatbot à son évolution à l'heure actuelle, où on parle de ChatGPT, où on parle, voilà, de Bing, où on parle de Bard, par exemple, de Google. Donc, voilà un peu l'appréhension, l'évolution du chatbot avec l'entraînement. Donc, c'est capital pour nous, entrepreneurs, nous qui gérons des marchés en ligne, des boutiques en ligne, d'automatiser nos activités. Et le chatbot nous a d'abord permis de faciliter ces travaux-là. Et avec l'avènement de l'IA et de cette grande base de données et de l'entraînement de la machine, le machine learning et des réseaux de neurones de deep learning, cela a été facile et rend plus le chatbot plus intuitif. Parce qu'avant, il était tellement robotisé qu'il n'était pas intuitif, il n'était pas réactif. Avec l'avènement de cette jonction entre l'IA et cette interface conversationnelle, le chatbot est devenu plus intuitif, plus réactif et plus précis dans ses réponses. Naturellement, pour revenir sur ce que M. Arnold a dit, le chatbot, c'est l'interface qui facilite l'intégration de toute une population dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est la vulgarisation après de l'intelligence artificielle, si je peux le dire. Merci beaucoup. Je vais revenir dans la salle. Monsieur Sabri, comment est-ce que vous voyez qu'une entreprise, je suis par exemple une agence qui organise des circuits touristiques. Vous avez vu, on a la place de l'Amazone, ici à Cotonou. On a beaucoup de choses qui se font à Ouida. Donc, nous allons avoir beaucoup de touristes qui vont arriver ici dans les prochains jours, prochaines semaines. Comment est-ce qu'on peut utiliser les chatbots justement pour répondre une agence de tourisme? Comment est-ce qu'elle peut utiliser les chatbots pour être plus efficace? Merci beaucoup. Déjà, avant de commencer, le potentiel touristique du Bénin est infini. C'est un beau pays, c'est ma première fois, puis j'ai trouvé ça incroyable comme expérience. Maintenant, comment utiliser un agent conversationnel dans un scénario où est-ce qu'on a une petite agence qui offre en fait des packages touristiques à des gens qui viennent visiter le pays ici. L'idée est simple, c'est la capacité tout simplement à faciliter l'expérience client. Si on a un agent conversationnel, déjà on peut permettre de façon automatisée à ce que le touriste ait accès à l'information. Donc si on a par exemple de la misère à trouver des gens qualifiés ici pour travailler en tant que guide touristique ou supporter les touristes, même dans les heures en fait qui sont pas des heures d'ouverture, donc le soir, la nuit, le touriste a une question sur un voyage qu'il a organisé demain, l'agent conversationnel est capable de tout simplement répondre à ces questions, lui dire va à telle place ou potentiellement tu vas avoir accès à tel type d'activité dans telle zone. Le deuxième aspect, c'est tout ce qui est langue. Par exemple, Katia s'est exprimée en anglais, puis j'ai vu que certains d'entre vous étaient peut-être un peu sceptiques sur est-ce que je vais comprendre ou pas. Si on veut attirer des touristes du monde entier, donc des gens qui parlent anglais, qui parlent finlandais, qui parlent potentiellement mandarin, il faut être capable de comprendre ces langues-là pour pouvoir communiquer avec eux et rendre leur expérience simple. Donc si on a des agents conversationnels qui parlent le mandarin et qui sont capables de communiquer avec ces touristes qui viennent d'Asie, on est capable en fait d'avoir une conversation puis de supporter ce client, ce touriste pour répondre à ses questions, pour l'aider à préparer son trip ici au Bénin. Donc je pense que ça c'est des cas d'usage qu'on peut voir et après ça ne se limite pas à ça. Disons que c'est juste un exemple. On est capable de voir des cas d'usage dans le monde de l'éducation,
On est capable de voir où est-ce que, par exemple, un agent conversationnel peut supporter un étudiant en campagne. Bien sûr, l'idée, c'est d'avoir accès à Internet. S'il y a une connectivité, il est capable de se connecter à un prof virtuel qui est en fait un agent conversationnel qui est capable de l'aider à faire ses devoirs, de répondre à ses questions, ses interrogations sur sa note d'examen, qui peut même corriger son examen à la fin de la journée. Et ça, c'est l'avenir. C'est sûr, ça fait peur à beaucoup d'enseignants, mais moi, je crois qu'il y a un potentiel, puis surtout en Afrique, pour tout ce qui touche à l'éducation. Après, on peut s'attaquer à la valeur ajoutée d'un agent conversationnel dans le monde de la santé, où est-ce qu'on est capable d'avoir, en fait, des médecins virtuels pour encourager la télémédecine. Sauf que des fois, il y a des pénuries dans certains pays de médecins qualifiés. Donc là, en fait, on pourrait avoir un agent conversationnel qui est capable de faire du support à des patients, de collecter l'information à travers une conversation pour être capable d'aider les médecins à savoir de quoi potentiellement souffre cette personne. On est capable aussi de l'utiliser dans d'autres domaines. On a vu ce que GPTBJ fait, et ça, c'est vraiment impressionnant. Ça a été développé en 4 semaines et c'est capable en fait d'offrir un support à des entrepreneurs, à des particuliers, à des employés, à des employeurs pour tout simplement être capable de accéder à de l'information, même décortiquer cette information-là parce que des fois le code pénal peut être compliqué. Donc là, l'agent conversationnel peut vous aider à mieux comprendre en fait que veut dire cette loi. Moi, j'ai vu un use case vachement intéressant dans le cadre de tout ce qui est légal au Moyen-Orient, où est-ce que en fait l'idée c'était de faciliter l'accès à l'information pour les gens qui n'ont pas les moyens d'embaucher un avocat. Parce que des fois, il y a des gens qui veulent porter plainte contre leur employeur. Leur employeur est riche probablement, il a accès à plusieurs avocats, il ne se présente même pas au tribunal. Alors que vous, peut-être, vous ne parlez même pas le français ou l'anglais, donc vous n'êtes même pas capable de vous défendre. L'idée, ici, c'est d'avoir un agent conversationnel qui va parler la langue locale ou votre langue à vous et va vous aider à répondre à vos questions pour préparer votre audience auprès du tribunal et d'être capable de défendre vos droits et d'être capable d'avoir une justice équitable. Et en plus, je le vois, l'un des symboles ou disons l'un des mots-clés au Bénin, c'est justice. Je suis juste au milieu de votre logo. Donc à la fin de la journée, on est dans un use case qui pour moi fit avec les valeurs d'un pays, puis on est capable d'offrir une meilleure justice grâce à l'intelligence artificielle. Et je suis sûr, j'ai presque 10 ans d'expérience, puis on a fait beaucoup de consultations. On peut rester ici toute la journée à parler de cas d'usage, puis de choses qui peuvent apporter de la valeur à la société, à l'économie, aux petites entreprises. Le dernier volet que j'aimerais couvrir, c'est par rapport aux startups. Si vous avez un esprit entrepreneurial, l'agent conversationnel n'est pas juste la porte d'entrée pour l'IA en Afrique, mais c'est aussi la porte d'entrée pour les jeunes entrepreneurs d'avenir qui veulent créer une start-up parce que vous êtes capable, grâce à la réduction des coûts par rapport au développement d'agents conversationnels et l'accessibilité à travers l'Internet des informations dont vous avez besoin pour bâtir votre solution, vous êtes capable de créer rapidement un prototype que vous, jeunes Africains, vous pouvez mettre sur le marché et après aller chercher le marché, aller présenter ça au ministère que vous ciblez, puis être capable en fait de bâtir une entreprise. Et ça aussi, ça fait partie des valeurs ajoutées pour les petites entreprises et par extension pour les startups. On va revenir sur ce cas-là, sur les startups tout à l'heure, mais avant, vous avez mis le doigt sur 2-3 points sur lesquels je voudrais revenir. Vous avez évoqué le cas d'usage où l'agent conversationnel pourrait corriger les copies d'examen. Je pense que dans l'audience, nous avons beaucoup d'étudiants. Vous me rassurez pas quand vous dites ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire les devoirs et c'est quelque chose, c'est un objet qui va corriger. C'est pas, est-ce que ça décourage pas à utiliser justement les agents conversationnels? Là, c'est une question d'accessibilité. C'est sûr, si vous avez accès au même outil que votre professeur, tout le monde va avoir 10 sur 10. Et je pense que ça rend heureux pas mal de gens, mais ce n'est pas ça l'éducation à la fin de la journée. L'idée, ce n'est pas juste l'étudiant qui utilise pour ses devoirs. Quand j'ai dit
corriger, c'est les professeurs eux-mêmes, on veut les aider à faciliter leur travail et avoir accès à des bons outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour rendre le travail facile. J'enseigne aussi, je sais que c'est éprouvant d'enseigner, il y a toute une pédagogie derrière. Puis quand un professeur à l'école a accès à des outils qui lui facilitent son travail, ça lui permet de libérer du temps pour se focaliser sur quoi? Se focaliser sur l'étudiant, donc sur vous à la fin de la journée. Et c'est ça, en fait, que l'IA va permettre dans l'éducation d'un certain point, c'est aussi aider les enseignants. Ça leur fait peur. On le voit dans les médias, ça fait peur aux enseignants, ce genre d'outils, mais ça a une valeur ajoutée sur un moyen long terme pour leur faciliter leur travail, avoir un focus plus sur la pédagogie et l'accompagnement de l'humain, donc par extension de l'étudiant. Dans ce cas, vous pensez que nos professeurs d'université ou d'école supérieure, est-ce qu'ils sont à même d'utiliser un outil comme un GPT-BJ? On l'a vu dans la démo hier. Les deux collègues ont dû poser peut-être la même question, reformuler la question en fait. Donc, est-ce qu'il faut nos professeurs à l'université et autres, ou même on prenait le cas de la santé, le médecin, est-ce qu'il doit être formé pour utiliser ChatGPT ou est-ce qu'il doit s'adjoindre d'un informaticien, parler de manière vulgaire, pour utiliser l'agent conversationnel à côté de lui? Bien, écoutez, ça a fait tremblement de terre, mais pour les enseignants. Mais ici, la valeur ajoutée, c'est d'être capable, en fait, d'avoir un agent conversationnel qui leur libère du temps, les supporte, et ils n'ont pas besoin d'avoir accès à un informaticien ou quelqu'un. C'est vraiment vous, en fait, en tant que start-up, qui pouvez avoir des idées là-dessus, développer des choses que vous revendez, vous faites des partenariats avec les universités pour leur offrir, ou les enseignants, pour leur offrir l'accès à ce genre d'outils. Un prof, par exemple, moi qui enseigne, je sais que ce qui est éprouvant également en enseignement, c'est la préparation du matériel, la préparation du cours. Pour chaque heure de cours que vous allez donner, ça va vous prendre plusieurs heures de préparation. Préparer le matériel. Grâce à la technologie de ce qu'on appelle l'IA générative, donc les GPT, c'est ça, c'est de l'IA générative, le professeur a accès à des outils puissants qui lui permettent de préparer le cours, donc de structurer son plan, de poser des questions sur certaines terminologies, de préparer le matériel, et comme ça facilite le travail. Il est capable, encore une fois, si on libère du temps à nos enseignants, à nos professeurs, à nos universitaires, ils sont capables de se focaliser plus sur l'humain, l'accompagnement et l'individu qui est dans la salle. Sur le panel, on a Monsieur Kopia, et je pense que dans la salle également des représentants des dirigeants d'entreprises taille intermédiaire ou petite entreprise. Je suis toujours pas rassuré, Monsieur Sabré. Donc, on va voir cet agent conversationnel, on va voir de l'intelligence artificielle. Or, comme je vous l'ai dit, il y a des étudiants dans la salle qui ambitionnent de trouver un emploi. Pas forcément dans le numérique, peut-être ailleurs. Donc, quel impact ça va avoir sur ces entreprises-là? Et est-ce que ils veulent vraiment aller dans le monde d'intelligence artificielle avec les chatbots? Est-ce que c'est la meilleure porte d'entrée? Monsieur Sabri. Je pense que Monsieur Adja vous souhaite intervenir également. Oui, merci. Le défi est celui de l'innovation. En fait, l'enjeu, c'est comment on innove pour faire des chatbots, non seulement des outils qui rendent service, mais qui permettent de créer de la valeur et donc de créer de la richesse et de créer donc des entreprises. Parce que si on voit la question sous l'angle du déficit, sous l'angle du manque, en fait, là, on n'est pas dans l'entrepreneuriat. On est peut-être juste dans la statistique. Mais quand on parle des PME ou des startups, comme c'était le cas dans le panel tout à l'heure, c'est comment on utilise ce défi pour en faire, en fait, un objet d'innovation, de créativité pour justement offrir des services. Quand on parlait de l'origine des chatbots, disons des agents conversationnels, en fait, c'est un médecin qui a créé le premier chatbot dont on parlait, Elisa, dans les années 64-66. C'était un docteur psychologue et en fait, il avait beaucoup de consultations de patients et pour rendre son travail plus systématique, il a créé Elisa pour répondre aux questions des patients qui étaient de plus en plus nombreuses par rapport à leur état d'âme. Et du coup, grâce à Elisa, il a pu décupler le nombre de patients qui avaient accès à ces services psychologiques.
Donc, de la même façon, pour les enseignants, d'avoir recours à des outils permet en fait de systématiser le travail, pas de réduire l'efficacité ou de réduire la capacité, mais au contraire, justement, de laisser du temps disponible pour faire de la recherche. Parce que c'est un des enjeux aujourd'hui de l'enseignement. Il y a beaucoup de matières qui sont données, mais les enseignants ont peu de temps pour faire de la recherche. Je suis sensible à cette question en tant qu'enseignant-chercheur moi-même. Et je crois que le fait d'avoir des outils permet de prendre du temps pour aller plus loin que juste donner des cours, mais faire aussi de la recherche. Et c'est là où je voudrais, comme j'ai la parole, profiter pour donner un défi, un challenge à beaucoup de jeunes entrepreneurs qui, aujourd'hui, cherchent des idées. Hier, dans la visite des stands, j'ai vu un stand avec 2-3 jeunes béninois qui se sont associés pour faire un chatbot sur la santé, comment avoir accès aux ambulances, faire le lien entre les centres de santé, les ambulances et puis les pharmacies. Et grâce à cet outil, vous pouvez, depuis chez vous, commander une ambulance quand quelqu'un ne se porte pas bien à côté de vous, pour que l'ambulance se mette en relation avec le centre de santé le plus proche, pour que, quelque part, le service soit donné. Donc voilà ce genre d'idée où nous avons dans notre pays des besoins pratiques, et les chatbots, au lieu de rester dans un esprit un peu technique, c'est vraiment l'utilité sociale. L'entrepreneur n'est réellement utile que lorsque sa solution règle un problème concret. Et nous savons que nos problèmes sont des problèmes d'accès aux services. La digitalisation a réglé beaucoup d'accès à des documents. Ça, c'est un grand effort dans notre pays. Mais comment les populations, depuis chez eux, à travers leur langue, peuvent accéder à ces services? Voilà là où les chatbots peuvent être utiles. Je donne encore enfin l'exemple de nos langues. Vous savez combien de langues il y a dans notre pays? Qui peut nous dire combien de langues on a au Bénin dans la salle? Je ne sais pas si quelqu'un peut nous répondre. Nous avons au Bénin plus de 80 langues. Mais les gens présentent cela comme un déficit. Non, c'est au contraire une opportunité pour créer des chatbots, des agents conversationnels dans les langues du Bénin pour justement rendre des services qui sont seulement rendus en français ou en anglais. Donc il y a vraiment une opportunité. C'est d'ailleurs pourquoi il faut saluer tout le travail qui est fait entre traitement automatique du langage. Je crois que la DMIA a publié un livre récemment là-dessus, sur le traitement automatique du langage. Je salue la présence de la délégation de la DMIA. Donc, il y a une grande opportunité pour les startups béninoises de créer des outils conversationnels dans nos langues, parce qu'il y a beaucoup de textes en français, mais qui gagneraient à être traduits de façon vocale dans les langues nationales, comme le code du numérique, l'accès à l'information légale. Il y a vraiment des opportunités d'entreprise dans ce domaine-là. Docteur Adja, est-ce que vous ne craignez pas, je me fais encore l'avocat du diable, hein, et pour que vous me convainquiez de tout ce que moi, en tant que patron d'entreprise, il faut vraiment que j'aille avec les chatbots. Est-ce que je risque pas de perdre contact avec mes clients? Surtout la PME qui, c'est pas 10 000 personnes. Souvent, c'est le patron d'entreprise qui, par exemple, dans la restauration, toute la journée, il prépare, et puis toute la matinée, il va livrer lui-même. Est-ce qu'il risque de pas perdre ce lien-là avec ses clients? Oui, le lien, en fait, il faut le rendre convivial. Si l'outil crée de la distance, effectivement, vous avez raison, il peut y avoir perte de contact. Mais lorsque l'outil est conçu de façon conviviale, avec des itérations qui permettent à la personne non seulement de recevoir l'information, mais de la recevoir dans sa langue, ou bien dans des termes qui permettent une convivialité, je crois que les outils qui sont créés sont de plus en plus conviviaux et permettent une expérience client qui peut, quelque part, rendre service. Et encore un conseil pour les PME, les startups ici présentes, il y a au sein de la Chambre de commerce et d'industrie, justement, une liste potentielle de PME, de PDG qui auraient besoin de services de ce genre. Je crois que c'est important, quand on a une PME, de se rapprocher de là où il y a le besoin. Et au niveau de la Chambre de commerce, on peut trouver dans l'hôtellerie, comme vous parlez, ou d'autres domaines, où les PDG sont en demande de services, en demande même d'informations. D'abord, de savoir ce que c'est. Quand on parle d'IA, de chatbox, beaucoup de PDG sont un peu largués. Il y a déjà même simplement l'information dont ils ont besoin. Donc, des séances d'information, de prise de contact avec les PDG pour répondre à des questions comme la vôtre. Est-ce qu'on n'a pas le risque de perdre de la clientèle?
Très bien, merci. Est-ce que je peux rebondir sur un point? Oui, bien sûr. Parfait. Moi, le point sur lequel je voulais rebondir, c'est l'inquiétude. Tu l'as bien dit, vous l'avez bien dit tout à l'heure. Puis, est-ce qu'on doit être inquiet par ce genre de technologie? D'abord, en termes d'enseignement, il va falloir s'adapter. Le monde de l'enseignement va vivre une révolution, parce que c'est là-dessus qu'il y avait une inquiétude. Maintenant, est-ce que, en termes d'accès aux outils, est-ce qu'on doit limiter les accès aux outils aux étudiants? Je ne pense pas. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut développer d'autres technologies supplémentaires qui permettent de savoir si un travail a réellement été fait par l'étudiant ou pas. Et ça peut utiliser l'intelligence artificielle en tant que telle. Puis ça permet, d'un autre bord, ce qu'il faut faire également, c'est d'être capable d'ouvrir les portes à changer la façon dont on voit l'enseignement et dont l'enseignement est fait. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement est basé sur il faut apprendre le savoir et il faut le mémoriser. Donc il faut l'ingurgiter et le régurgiter par la suite, ce qui n'est pas une technique efficace. Et ça a été prouvé dans plusieurs recherches. L'idée, c'est de le révolutionner, le monde éducatif, en travaillant plus les qualités de l'étudiant, en termes de capacité de raisonnement, de capacité de créativité. Et je pense que c'est là où ça va devenir intéressant pour les générations futures, parce qu'on sera capable d'avoir un nouveau monde, en fait, au niveau de l'éducation, qui sera différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, ce sera fait, entre autres, grâce à l'intelligence artificielle. Une autre partie qui est importante, c'est ce qui touche à non plus l'enseignement, mais plutôt l'inquiétude par rapport à est-ce qu'il y aura du travail? C'est un point important. Il y aura des nouveaux emplois. Il y aura de nouveaux emplois qui vont se créer. Et en plus de ça, il y a de plus en plus de demandes pour des gens dans le monde de la donnée. Donc, en termes de data scientist, donc experts en IA, experts en ingénierie de données, experts en analyse de données. Donc, c'est tous des métiers d'avenir. Et par la suite, il y aura de nouveaux métiers qui vont apparaître. On en parle déjà. Des gens qui sont capables de mieux formater, en fait, les demandes qu'on peut faire au chatbot pour aider, en fait, à construire des meilleurs scénarios en termes d'IA générative et d'intelligence artificielle. Donc, c'est à peu près ça pour, j'essaie de rassurer, parce que ça fait partie de mon travail à la fin de la journée. Très bien, excellent, merci. Justement, vous avez abordé l'idée qui est d'autres technologies. Katia, justement, vous parlez d'Internet des objets. Donc, j'ose espérer que d'ici 12 ans, nous aurons au moins 100 ingénieurs dans différents domaines de l'intelligence artificielle. Nous avons la zone de développement de GlowJB qui est en plein développement avec beaucoup d'entreprises qui s'y positionnent. Les différents foyers de la population béninoise sont en train d'acquérir la fibre optique. J'en profite pour faire un clin d'œil à un de nos sponsors. Est-ce que l'Internet des objets pourrait nous aider, que ce soit les particuliers, mais également les entreprises? Oh, it works. Perfect. It's really interesting because there are so many students and innovators and people that have great ideas. And artificial intelligence, it's such a huge animal. How do you tackle that? You have to put it in pieces and take your own problem out of it that you want to solve. And this is where the IoT will play a huge role. Ouais. Donc, en fait, Katia essaie d'expliquer comment l'IA est une espèce de monstre énorme, des fois difficile à appréhender. Puis l'Internet des objets, en fait, vient traiter en termes d'exploitation et de support par rapport à ces technologies comme l'IA. Donc, l'idée, c'est de faire le pont entre l'IoT et l'intelligence artificielle. So, what I worked with is the sensors and actuators. What do? They collect the data. The countries that in the beginning of the artificial intelligence journey, what do they need? Data. And what it needs to come from? It needs to come from those places that are critical for the country to go towards tourism or making education better or work on agriculture. Le support est toujours autour de la donnée. Puis l'idée, c'est de valoriser cette donnée-là parce que c'est ce qui va permettre, en fait, d'exploiter après à travers l'intelligence artificielle. Puis les pays, justement, qui veulent rentrer dans tout ce qui est monde de la donnée et de l'IA doivent commencer par, en fait, la collecte des données. Et c'est là où le monde de l'IoT vient intervenir.
Vraiment, on est capable d'aller chercher cette donnée-là à travers l'IoT. Can you probably give a definition about what's IoT for people that are not maybe familiar with that? As in Internet of Things. Yes. So the technologies it covers a whole lot of technologies. And this is really interesting for the, especially startups. And that's the background that I have. I worked with many startups and where you can work with sensors, provide a IoT platform to show the dashboard for the end users how it works. You need the Wi-Fi networks. You need different cloud computing, edge computing, whatever is your specialty in there. You can take that part in IoT and start working on a very small solution, which is part of the bigger solution and be part of the ecosystem that can help then to provide the services as a whole. Oui, donc l'Internet des objets, en fait, en tant que tel, vient couvrir un vaste champ. On parle vraiment de tout ce qui touche à capteurs, calcul sur le edge, etc. Mais avant tout, ce que ça vient, c'est générer de la donnée en tant que telle. Puis vous, en tant que start-up, ce qu'a dit Katia, c'est qu'en tant que start-up, vous pouvez faire des partenariats avec des entreprises qui viennent générer cette donnée-là. Par exemple, les entreprises télécommunications, ils ont des capteurs, et ça c'est un exemple que j'ai rajouté, ne l'a pas donné. Ils ont des capteurs en tant que tels dans les différentes antennes, par exemple, qui permettent les relais. Et vous, si vous avez des partenariats avec les télécos, vous êtes capable de ramasser cette donnée-là. Par exemple, aussi les gens qui vont fournir le Wi-Fi en tant que tel, ces fournisseurs de Wi-Fi peuvent vous fournir de la donnée à travers leurs capteurs. Et vous êtes capable de collecter cette information, vous, en tant que start-up, pour créer de la richesse, créer des modèles IA qui vont détecter des choses sur ces données-là. And that's probably what I wanted to say, is that I think everybody who has that idea, don't think it's too small. It can be some bigger, greater thing, and it can evolve. So don't be scared. That look at the IoT and what it can do as part of the AI. It all works in hand and can really make things great. D'accord. Ok, je suis convaincu. Mais par contre, en termes de coût, je reprends le cas d'usage. Je suis patron d'une agence de tourisme. Qu'est-ce qui est plus cher? Me concentrer sur un chatbot ou mettre en place des objets connectés pour aider le touriste à visiter les différentes places au Bénin? I think that really is part of the strategy what the country wants to drive, but it goes hand in hand. When you think of the ecosystem, the people now in this room, what they can provide, they are the integral part of it to bring into the bigger picture. So you can't start with one, it all has to go cohesively together. And that's the way, because you have to have the base ready to be able to bring in the masses. Ok. Merci, thanks. On a parlé, je voudrais poser une question au Dr Adja, justement sur la partie formation. Mais avant ça, je vais retourner la parole à nos amis en ligne. Arnaud, qu'est-ce qu'il faut pour développer un chatbot? Est-ce que, de ce que tu as vu, est-ce que tu penses qu'au Bénin, on peut développer des chatbots à l'échelle qui se fait ailleurs dans le monde? Quelles compétences il faut? Ok, parfait. Merci Mélanie pour ta question. Avant même de parler de déploiement, de développement, de compétences d'ailleurs, je vais dire que le développement d'outils d'IA en règle générale et de chatbot plus précisément, ça part un peu de la volonté de plusieurs acteurs. Si je prends le cas de GPT-BJ, chez Ishiro, on avait déjà un peu cette volonté de développer un outil qui va faciliter un peu l'accès pour les usagers pour retrouver de l'information rapidement, que ce soit le code pénal et surtout le code des impôts. Parce qu'un de nos experts, Kevin Dedila, lançait son entreprise et il avait un peu de mal à retrouver l'information pertinente. Donc, où est-ce que je veux en arriver? Avant même de parler de technique, je vais dire que le développement des chatbots part un peu de la volonté des décideurs dans un premier temps. Et je profite de l'occasion pour remercier d'ailleurs la ministre du numérique et le directeur de la CIN, Marc-André Leco,
pour cette volonté-là et pour avoir compris rapidement les avantages de ce genre d'outils pour les usagers du service public béninois et pour les clients en règle générale. Et donc, en dehors de cette volonté politique-là, il faut donc rassembler un ensemble d'acteurs qui sont les métiers qui sont confrontés aux besoins des usagers et qui sont aussi les professionnels et aussi les professionnels de l'IA pour pouvoir, dans un premier temps, penser les problèmes que ces solutions-là, chatbot, peuvent aider à résoudre et comment est-ce que ces solutions de chatbot-là sont capables d'apporter de la valeur aux usagers du service public ou aux clients. Maintenant, pour entrer dans le dur du sujet, qui est comment est-ce qu'on développe de manière très concrète les chatbots? En fait, je vais dire que ça dépend. Vous savez, monsieur Akere Bourou, aujourd'hui, il existe plusieurs solutions pour pouvoir créer des chatbots. On a les solutions qui sont disponibles dans l'open source, les modèles de NLP, les modèles génératifs, on va dire globalement type BART, type GPT-3, qui peuvent être utilisés par des organisations, peuvent être utilisés par des entreprises pour pouvoir développer leurs modèles, entraîner leurs algorithmes d'IA et déployer ces algorithmes d'IA-là. Maintenant, le petit problème avec les solutions qui sont open source, c'est que il y a un besoin réel de ressources en termes de personnes, de ressources en termes d'infrastructures, de ressources en termes de données qu'il faut pouvoir leverager, comment dire ça en français, qu'il faut pouvoir dépasser si on veut. Et aujourd'hui au Bénin, on a beaucoup de choses à notre disposition, notamment des compétences qui arrivent de plus en plus. Si je peux me permettre, aujourd'hui Chiro a mis en place plusieurs actions, notamment un processus de bourse qui s'appelle Africa Tech Up Tour, qui permet de pouvoir apprendre à plusieurs étudiants, élèves, à pouvoir prendre en main les outils d'IA et à pouvoir les maîtriser pour pouvoir aider au développement, au déploiement de ces solutions d'IA-là, afin de pouvoir construire des solutions qui sont open source et qui sont maîtrisées par les États. Maintenant, quand on n'a pas forcément ces ressources-là, quand on n'a pas le temps, quand on n'a pas les ressources, on a d'autres alternatives pour développer et déployer ces solutions d'IA qui sont plus rapides. Aujourd'hui, IBM est l'un des leaders en termes de développement de solutions de chatbot, donc d'agents conversationnels. Donc, on a, selon Gartner, Watson Assistant, qui est l'outil principal du chatbot d'IBM, est classé parmi les meilleurs du marché. Et donc, quand les entreprises n'ont pas, ou les organisations n'ont pas cette capacité-là à leverager, à lever des ressources pour construire leurs propres solutions, ils peuvent se baser sur ces solutions-là qui sont déjà totalement développées par des entreprises spécialisées pour pouvoir rapidement développer les solutions et rapidement les mettre à disposition des organisations et des États. Donc, disons que c'est des solutions clés en main. D'accord. L'inconvénient principal de cette alternative-là de développement et de déploiement des solutions d'IA, c'est que ça a un coût. Donc, ça a un coût financier, surtout un coût d'achat des licences, ça a un coût de développement, donc de prise en main de ces outils-là. Et derrière, le coût le plus important, c'est le coût de support de ces outils-là, parce qu'il faut les faire évoluer. Donc, le Bénin aujourd'hui, je pense, a les capacités et les compétences. Et d'ailleurs, je pense qu'on a eu le temps de le démontrer avec GPT-BJ, de pouvoir développer ses propres solutions d'intelligence artificielle et notamment de chatbot. On a de plus en plus de main-d'œuvre qui arrive sur le marché. On a de plus en plus de bonnes formations. On est capable aujourd'hui de pouvoir annoter de la donnée, créer de la donnée de qualité pour pouvoir entraîner nos modèles, comme vous l'avez vu sur GPT-BJ. Et derrière, on a vraiment cette volonté-là aujourd'hui au Bénin de vouloir accompagner le développement d'outils d'intelligence artificielle notamment et de chatbots principalement pour apporter de la valeur aux différents usagers. Donc voilà. D'accord, merci. Nous avons, grâce à ce CENIA,
plusieurs autres distingués qui viennent donc du Burkina Faso. Nous avons une représentation à travers l'Alliance Smart Africa avec M. Guiguendé qui vient qui est juste là, avec qui nous travaillons. Sur le Bénin, comme vous le savez, fait partie de l'Alliance Smart Africa où nous sommes fortement impliqués, surtout sur les notions d'éducation, de formation. Et je salue entre autres la présence aussi de la GIZ qui fait partie de l'Alliance Smart Africa avec qui nous travaillons. Et je voulais poser la question à Monsieur Kopia rapidement 1 minute pour pouvoir répondre avant de passer à Monsieur Adja. Au Burkina, est-ce que vous faites les mêmes constats que ce que Monsieur Adjovi vient de présenter sur la formation au niveau des chatbots? D'accord, merci. Effectivement, je vais rebondir là-dessus. Vous savez, nous sommes dans un contexte africain et le contexte de l'Afrique de l'Ouest. C'est presque les mêmes réalités. Mais je peux dire que notre génération et la génération qui vient après nous, c'est une génération quand même curieuse, qui part à la recherche de l'information. Ce qui leur permet quand même de faire des découvertes elles-mêmes, sans pour autant passer par un cursus scolaire, par une formation quelconque, et créer des facilités d'utilisation de plusieurs outils, notamment les outils d'IA, notamment les chatbots. Et aussi avec la vulgarisation du mouvement open source. Beaucoup de jeunes ont appris à utiliser ces différents codes-là, ont appris à utiliser cet environnement-là pour développer leurs propres solutions. Je peux dire que la facilité pour le Bénin de développer leurs propres chatbots est assez évidente parce que c'est la même chose au Burkina Faso ici. Il suffit seulement que les jeunes là qui s'intéressent vraiment aux nouvelles technologies aient l'information. Et l'information actuellement est vulgarisée avec l'avènement des réseaux sociaux, de la communication digitale et tout. L'accessibilité à l'information est vulgaire. Donc, ce qui permet facilement à ces jeunes-là d'obtenir des informations. Et une fois que ces informations sont obtenues, ils peuvent développer facilement ces différentes technologies-là. D'autant plus que ces technologies-là sont généralement open source. On a beaucoup de code source open pour générer des chatbots. Et quand je pense avec la volonté, il n'y a pas vraiment grand-chose à investir pour des jeunes startups de se constituer et de créer leur propre technologie chatbot ou même des agents conversationnels basés sur l'IA. D'autant plus que il y a des données ouvertes aussi. Il y a le mouvement des données ouvertes. Alors, donc, c'est vraiment une question de volonté, une question de vision pour la jeunesse. Donc, peut-être c'est la mission ici, c'est de montrer à la jeunesse qu'ils sont capables de développer ces solutions-là. Et cette mission va se concrétiser avec maintenant la présence de ces outils qu'ils vont développer pour faciliter la vie même de leur propre population. Et je pense que nous vivons dans le même contexte avec le Bénin. Donc, c'est d'abord éduquer ces enfants-là à passer à l'entrepreneuriat, à la curiosité, au développement par eux-mêmes, parce que les outils sont là. Les données ouvertes sont là. Les codes open source sont là. C'est accessible. Et actuellement, le seul problème, c'est quoi? C'est les serveurs constituent une bonne base de données, comment on appelle ça? Recruter les données. C'est la seule difficulté que nous pouvons rencontrer dans un développement d'un agent conversationnel, que ce soit une innovation IA ou bien même un chatbot. Mais une fois qu'on a pu acquérir ces données-là, une fois qu'on a pu réunir ces données-là, il est très facile de développer des interfaces d'agents conversationnels avec vraiment tout ce qui est open source. Donc, je pense que nos pays ont la capacité vraiment de développer leur propre intelligence artificielle, leur propre agent conversationnel, leur propre chatbot. La preuve, nous avons déjà fait ce chatbot-là. C'est pas moi, j'ai travaillé avec beaucoup de startups au Burkina Faso ici, qui ont développé des startups dans le cadre de notre mouvement du e-commerce, dans notre association du e-commerce. Parce que je vous ai dit au début, le e-commerce intègre beaucoup les chatbots pour faciliter l'interaction relationnelle entre les e-commerçants et leurs clients. C'est pas idée de répondre à 1000 messages 24 heures sur 24. Alors, nous avons développé cette stratégie-là déjà pour répondre à ces clients-là. Nous avons développé ces solutions-là déjà. Et c'est très facile à développer avec le mouvement open source. Donc, je pense que c'est une réalité qui est là. Et seulement, la seule difficulté, il y a deux difficultés. La première difficulté, c'est la base de données, l'accès à la base de données, ou soit une constitution d'une base de données. La deuxième difficulté, c'est l'accès à l'information. Donc, c'est à nous vraiment, les pionniers,
demanderai à nos petits frères et à nos frères, vous pouvez le faire. Allez-y à l'information. Les formations sont devenues, l'accès aux formations sont vulgarisés grâce à la vulgarisation de l'Internet. Donc, franchement, moi, mon avis, c'est que c'est très possible que nous développions ces solutions-là en local. Merci beaucoup. Justement, on m'annonce l'activité suivante et j'en profite parce que Monsieur Kopia, vous avez mentionné justement le terme d'éducation. Donc, une des choses qu'on n'a pas mentionné dans l'introduction à mon propos, j'étais avec le prochain intervenant, Monsieur Datonji, dans le comité qui a élaboré la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des mégadonnées. Et une des actions qui est prévue justement dans le volet 2, c'est l'éducation, l'accompagnement, que ce soit pour les étudiants, mais également les entreprises, les cadres et toute personne qui pourrait être touchée par l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'en profite pour conclure du coup ce panel, passer la parole au Dr Adjia avec la FRIA. Docteur, qu'est-ce que la FRIA apporte justement dans cet écosystème-là sur ce sujet de l'éducation par rapport au chatbot, mais également les autres, pour pouvoir accompagner les entreprises, accompagner le dirigeant d'entreprise que je pourrais être, qui est convaincu que oui, il faut que j'utilise que ce soit les IoT ou les chatbots au niveau de l'intelligence artificielle. Merci. La formation, effectivement, vous avez raison, doit être l'alpha et l'oméga de tout ce que nous faisons parce que, en réalité, tout part de la connaissance. Et nous sommes dans l'économie de la connaissance. Et c'est vrai que la FRIA a eu pour premier objectif la formation, la sensibilisation, la vulgarisation. Parce que on parle d'intelligence artificielle, il faut d'abord commencer à savoir de quoi il s'agit. Et surtout, comment se former pour avoir les compétences afin de fournir des services. Quand on veut créer une PME ou quand on veut travailler au sein d'une entreprise, il faut bien avoir le curriculum nécessaire. C'est pourquoi la FRIA est en train de discuter avec la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour justement un programme de sensibilisation des chefs d'entreprise aux enjeux, non seulement de la sécurité des données en entreprise, mais aux enjeux de l'IA, aux enjeux de ce que vous avez rappelé aujourd'hui sur l'intérêt des agents conversationnels. Mais au-delà des entreprises, c'est un enjeu de gouvernance. Dans les entreprises publiques, c'est important que les cadres soient formés aussi à tous ces enjeux et la formation, qu'elle soit au niveau universitaire, au niveau des centres de formation, est de plus en plus présente au Bénin. Nous avons de plus en plus de masters en intelligence artificielle, que ce soit à l'université, d'abord Mekalavi, comme dans les structures comme Semen City, et même à l'IMSP à Porto Novo, et à Epitech. Il y a vraiment un nombre important de formations qui se met en place. Les universités d'été, l'école d'été de la Fondation Vallée. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives. Et la FRIA, justement, apporte son grain de sel à travers des formations, surtout des webinaires et des séminaires de sensibilisation sur les enjeux des données. Parce que, disons-nous les choses de façon simple, s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Le carburant principal de l'IA, c'est les données. Et les données, comment on les produit? Qui les produit? Au Bénin, actuellement, où avons-nous accès aux données? Donc là, c'est tout un travail de sensibilisation sur l'enjeu des data centers, l'enjeu de la production de données. Donc, il faut former des data scientists, former des data managers. Il y a tout un métier, un ensemble de métiers à ce niveau sur lesquels il faut revenir. Mais pour cela, déjà, la culture des données. Je me rends compte de plus en plus que l'enjeu est culturel. Nous n'avions pas dans le passé une culture de données, de conservation, de stockage de données, parce que même la question remonte à notre culture qui était beaucoup plus orale. Donc, il faut on doit basculer d'une culture orale à une culture des données sans être passé longtemps par la culture écrite. Vous voyez, donc l'enjeu est anthropologique. Et c'est pourquoi il est important qu'on puisse de plus en plus recueillir les données au niveau même de nos cultures, les contes, les proverbes, mais aussi les données de l'administration à travers l'Institut de statistique. Donc, il y a tout un enjeu d'acculturation sur la question des données. Et la FRIA, en collaboration avec le ministère, veut jouer ce rôle-là aussi de contribution au recueil des données. On oublie souvent, et quelqu'un en a parlé ce matin, les données satellitaires. On peut recueillir beaucoup de données sur notre agriculture, sur le climat,
à travers les satellites. Et de plus en plus, nous encourageons le ministère du cadre de vie avec lequel nous travaillons actuellement sur l'usage des données satellitaires recueillies par certains satellites auxquels le Bénin pourrait avoir accès. Il y a un partenaire qui vient bientôt au Bénin à l'invitation de l'Afria, Prométhée, qui est en train de créer une constellation de nanosatellites pour que des pays comme le Bénin et d'autres puissent commencer à recueillir des données sur les frontières, sur les changements au niveau bioclimatique pour pouvoir faire de la prévision, pour pouvoir travailler sur nos propres données locales en fait. Donc voilà des enjeux sur lesquels des entreprises aussi peuvent se positionner en créant des outils conversationnels pour renseigner les clients, renseigner les agriculteurs, les paysans. Par exemple, l'évolution du cycle du coton. Quelqu'un en a parlé dans un panel tout à l'heure. Donc, il y a beaucoup d'utilisations, mais pour ça, il faut innover et il faut être à l'écoute des besoins locaux, des besoins de nos populations. Merci. Parfait, merci beaucoup. On ne pourra malheureusement pas faire un tour de table pour conclure, mais je vous invite à avoir vos questions, mais je vous invite à rester pour la keynote suivante, qui va être où je pense que vous allez avoir beaucoup de questions, surtout par la qualité de ce qui va être dit et qui va avoir un grand impact pour pouvoir mettre en œuvre, mettre en musique tout ce que le docteur Adja, tout ce que Monsieur Sabri, Madame Katia, Monsieur Arnaud et Monsieur Kopia, que je remercie beaucoup, je vous remercie tous. On a du travail à faire pour vraiment, par rapport à la stratégie intelligence artificielle mégadonnées 2023-2026. Merci beaucoup. Merci de nous avoir. Merci à vous.